Cette fois-ci, pas de guide sur la productivité, le développement personnel, non, rien de tout ça. Cette fois-ci, dans cette vidéo, on va parler de romans, de 5 romans tirés de ma bibliothèque. Enfin, il y a un essai parmi ces romans, mais voilà, on va parler de 5 livres qui sont dans ma bibliothèque ici et que j'ai beaucoup apprécié ces derniers mois, ces dernières années. Et voilà, donc on va parler surtout de romans, mais tu sais, si les guides pratiques sont hyper importants, intéressants à lire, évidemment, il y a parfois des romans, je trouve que les romans sont souvent sous-cotés. Pourquoi? Parce que souvent, ils peuvent avoir autant d'impact, tu vois, qu'un de ces guides dont on voit partout, enfin, que les entrepreneurs ou les fans de développement personnel parlent, en fait. Pourquoi? Parce qu'un roman, souvent, tu peux t'attacher beaucoup au personnage, à l'histoire, et ça peut te toucher, ça peut te renvoyer aussi un écho par rapport à ta propre vie. Et voilà, un roman, il peut passer des messages qui sont parfois aussi forts, tu vois, qu'un guide ou qu'un essai. Enfin, je le crois en tout cas. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de continuer à lire des romans, parce que aussi c'est quelque chose qui fait davantage, je trouve, travailler ton imagination, ta sensibilité. Et puis voilà, il faut pas voir un roman comme une perte de temps, ça serait dommage. Et je vais te montrer cela dans cette vidéo. Et on va commencer, par un recueil de nouvelles d'un auteur que j'aime beaucoup, que j'ai découvert en 2021. J'ai lu la plupart de ses livres. C'est ce qu'on appelle, enfin, il est un des fondateurs de ce qu'on appelle la psychologie existentielle. En fait, en termes de, bon, il y a le terme psychologique parce qu'il est psychologue et psychothérapeute, mais je trouve que ça parle beaucoup plus de philosophie en fait. C'est beaucoup plus proche de la philosophie existentielle. Tu vois, la limite, je trouve, est assez floue. Et j'ai beaucoup aimé cet auteur. Il a été, en fait, ses livres m'ont vraiment marqué pour le coup. Pourquoi? Parce qu'en 2021, je traversais un moment difficile dans ma vie. Il y avait eu le Covid, le décès de mon père il y a quelques mois, ma mère qui a déclaré cette maladie terrible, dégénérative suite au décès de mon père, et tout ça, tu vois, voilà, c'est arrivé d'un coup. Puis il y avait le Covid aussi, des interrogations professionnelles liées aussi au Covid, tu vois, l'effet du Covid, etc. Bref, c'était galère. J'avais aussi des petits problèmes de santé, et je pense que le fait d'être confronté à la mort comme ça d'un coup, eh bien, ça m'a fait... J'ai eu ce besoin, en fait. J'ai eu ce besoin de trouver du sens. J'ai beaucoup lu sur la philosophie à cette époque. Et j'ai beaucoup lu cet auteur qui s'appelle Irvin Yalom. C'est un psychothérapeute ou un psychiatre, je sais plus, américain. Il a écrit pas mal de livres, des guides, mais aussi des romans, en fait. Et je te conseille notamment, par exemple, un de ces livres que j'ai lu, c'est Le Jardin d'Éden. Et donc dans ce livre, le bourreau de l'amour, c'est un recueil de nouvelles qui est issu en fait de ses séances avec ses praticiens, j'allais dire ses clients. Oui, c'est des clients puisqu'il est psychologue. Mais voilà, avec ses clients en fait, certains, voilà, il en a fait les séances les plus marquantes en fait, il les a mis dans cet ouvrage. Le bourreau de l'amour, qui est le titre de la première nouvelle, peut-être une des plus marquantes en tout cas. Et il y a comme ça, voilà, 6-7 nouvelles. C'est vraiment super agréable à lire en fait, super intéressant avec plein de réflexions. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au début, il y a une longue introduction en fait sur sa philosophie, sa psychologie, sur la psychologie existentielle. Parce qu'en fait, pour Yalom, pour résumer, mais là je résume vraiment, hein, c'est que en fait la peur de la mort, c'est la mère de toutes nos angoisses. En fait, tu vas chez le psy, en fait, quelque part, c'est cette peur existentielle, cette angoisse existentielle, tu vois, voilà, de la mort, de la finitude, tu vois, tout est relié à ça en fait pour lui. Et du coup, pour lui, c'est important, tu vois, de laisser la place à la mort, de l'affronter en face, en fait, d'en être conscient, tu vois, ne pas la fuir, ne pas être dans le déni, d'en être conscient. Pourquoi? Pour faire en sorte de prendre de meilleurs choix dans ta vie, en fait. Pour en fait que ta vie soit le plus intense possible et que tu fasses les meilleurs choix. Parce que si tu as conscience de cette mort, de la proximité, de la finitude, parce que surtout quand on est jeune, ça nous paraît loin,
on se sent parfois inconscient, voilà, un peu éternel, ce qui est faux bien sûr, mais voilà, du coup, on a l'impression qu'on a plein de temps devant nous, et parfois on fait pas les meilleurs choix. Et donc voilà, pour Yalom, c'est vraiment important d'accepter cette petite part d'angoisse, tu vois, parce que oui, c'est angoissant, de laisser, voilà, de laisser cette, tu vois, de pas complètement mettre la couverture dessus. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, il y a 4 thèmes souvent qui reviennent, tu vois, pour lui, qui résument un peu la psychologie existentielle. C'est donc la place de la mort, le thème de la liberté, le thème de l'isolement et le thème de l'absence de sens. Et tout ça, en fait, tous ces thèmes, en fait, sont liés et font partie des 4 contradictions. Tu vois, on essaye toujours de naviguer entre l'isolement, tu vois, être soi-même, en fait, tu vois. Mais si tu veux vraiment être toi-même, souvent, bah, tu es un peu plus solitaire, tu vois, tu es un peu plus seul, tu vois, tu es un peu plus dans la solitude parce que tu peux te couper un peu de ta famille, de ton milieu, de tes amis, tu vois ce que je veux dire? Bon, bref, je vais pas, je pense, peut-être je ferai une vidéo sur ça, sur lui, sur son œuvre, voilà, sur sa façon de voir la vie, sur sa pensée, parce que c'est vraiment très riche, et là, je vais pas, voilà, la vidéo va être très longue sinon. En tout cas, je te conseille vraiment de lire cet ouvrage qui se lit vraiment facilement, Le bourreau de l'amour, de Irving Yalom. Ensuite, un deuxième roman. Bon, c'est un auteur dont j'ai parlé parfois, notamment dans ma lettre Kairos, j'en parle souvent. D'ailleurs, je te conseille, si tu veux, de t'inscrire, hein, tu as le lien dans la description. Tu la reçois tous les mercredis et les samedis matins à 8h. Voilà, c'est des réflexions, ça parle beaucoup de créativité, de réinvention, d'alignement, de clarté, d'énergie, de focus. Voilà, plusieurs thèmes en fait voilà, pour t'aider à booster, à simplifier ta vie pro et perso. Et donc Douglas Kennedy, on est parlé plusieurs fois dans cette lettre, dans ma lettre Kairos, et c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu presque tous ses livres, et je crois que j'aime beaucoup les thèmes en fait qu'il développe. Il parle beaucoup en fait du couple et un petit peu souvent de la, c'est pas très positif, hein, sa vision du couple, enfin du couple long terme, tu vois. Et donc il dépeint voilà la réalité, souvent voilà la face cachée, tu vois les arrangements qu'on fait, etc. Il parle beaucoup aussi des thèmes comme le fait qu'on est souvent dans le déni par rapport à sa vie, qu'on se construit soi-même sa prison, que parfois on s'auto-sabote, qu'il y a le thème aussi du déterminisme. Est-ce qu'on peut s'arracher à notre destin, tu vois, qu'est-ce qui façonne nos choix en fait, le poids du déterminisme, tout ça. Voilà, c'est des thèmes que je trouve fascinants en fait dans la vie et fondamentaux pour moi. Et donc il en parle beaucoup, c'est des thèmes qui reviennent. Et puis il y a aussi pas mal de toiles de fond le voyage parce qu'il a beaucoup voyagé. D'ailleurs, c'est un auteur francophone, francophile en tout cas, qui parle français, qui vit entre Paris et les États-Unis. Et donc ce livre, ce roman, La Symphonie du hasard. Alors là, c'est le premier tome. Il est en 3 tomes. C'est un long roman en 3 tomes. Et il décrit en fait, c'est une saga familiale un peu, et il suit le parcours d'Alice Burns dans l'Amérique des années 70 et 80. Et donc c'est un portrait de femme, mais c'est aussi le portrait d'une famille avec sa face cachée, ses silences, ses mensonges, sa toxicité aussi, etc. Et un petit peu la difficulté, tu vois, un petit peu de s'éloigner de ce qui nous a façonné pour tracer son chemin, pour être soi-même, pour faire sa vie, pour être soi-même, pour tendre le plus possible au plus profond de nous-mêmes, de ce qui nous constitue, tu vois, pour mettre sa vie en adéquation avec nos désirs. Et alors, je vais te lire quelques extraits, tu vois. Alors, quelques extraits, on pourrait, par exemple, celui-ci, mais pourquoi n'écoutons-nous jamais cette petite voix dans notre tête qui nous souffle que nous faisons une erreur? Pourquoi n'avons-nous pas plus souvent le courage de prendre la porte? Une deuxième citation. Tu te souviens du conseil que tu avais donné à Peter? Ne couche jamais avec quelqu'un qui a de plus gros problèmes que toi. Tu es en train de faire exactement le contraire. Une autre citation. Tout le monde a des secrets. La transparence est un mythe, un conte de fées. Surtout dans un couple, et à plus forte raison encore dans une famille. Personne ne dit jamais l'entière vérité, parce que personne ne le peut, et qu'il ne faut pas le faire. L'immense majorité d'entre nous
en est encore à résoudre l'infini mystère de sa propre personnalité. Voilà, je pense que ces 3 citations résument un petit peu assez tu vois, les thèmes développés dans ce roman, en tout cas qui se lit vraiment facilement. Troisième roman, pardon, que j'ai lu il y a peu, que j'ai lu cet été. D'ailleurs, ça a été l'occasion de découvrir un auteur français qui est assez prolixe et que j'avais jamais lu. Et cet auteur, c'est David Fuenquinos. Alors je sais jamais si ça se prononce comme ça. Voilà. Et ce roman, c'est La vie heureuse. C'est un de ses derniers romans. Et La vie heureuse. Alors La vie heureuse, c'est un roman voilà, qui se lit facilement, en fait, comme la plupart des livres de cet auteur, hein. J'en ai lu 2 après, en fait. Et en fait, cet auteur, si tu veux, en fait, on suit en fait le parcours d'Eric. L'histoire, c'est ça. C'est l'histoire d'Eric, qui a la quarantaine, je crois, qui est cadre chez Decathlon. Voilà, il est marié, etc. La vie un petit peu classique, etc. Et on peut dire ça, hein, lors d'un voyage en Corée du Sud, professionnel, avec sa boîte, bah, il pète un câble. Tu vois, il a une espèce de crise et tout. Sa patronne, voilà, n'a même plus de nouvelles après, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il vit une expérience, en fait, qui va le changer à tout jamais. En fait, il tombe un peu par hasard dans une boutique, en fait. Et en fait, c'est pas une boutique, c'est un lieu qui propose une expérience qui est de vivre tes propres funérailles. Oui, tu as bien compris, tu vas vivre tes propres funérailles avec, voilà, tu fais ta pierre tombale, la petite cérémonie, voilà, qu'est-ce qu'on va dire lors de ton enterrement, etc. Et en fait, cette expérience va le transformer parce qu'il va le mettre en contact tout de suite avec sa mort. Tu vois. Et c'est marrant, on en revient, tu vois, on en revient au premier livre du début, dont je te parle dans cette vidéo. Et voilà. Et donc, du coup, il va être complètement traumatisé par le fait de vivre sa propre mort, à tel point qu'il quitte tout, femme, boîte, etc. Et il va importer ce modèle en France avec succès. Tu vois, il va même avoir une franchise à travers plusieurs villes, et ça va devenir, voilà, un succès. Bah, la boîte, il l'appelle La vie heureuse, du nom du roman. Et ce qui est intéressant, c'est que ce concept en Corée du Sud existe vraiment. Il y a quelques années, j'étais tombé sur un article, en fait, sur ce truc. Et je trouvais vraiment, je me suis même dit, tiens, voilà une bonne idée de business. Voilà, parce que je trouve vraiment le concept intéressant, en fait, et fort, tu vois. Et donc, voilà, je trouvais que c'était vraiment intéressant qu'il repêche cette idée, voilà, parce que l'idée, c'est l'idée centrale de son roman. Et du coup, bien, comme tu imagines, voilà, il va un petit peu se remettre en question. Et d'ailleurs, un des premiers passages du livre, c'est jamais, aucune époque, en fait, n'a autant été marquée par le désir de changer de vie. Nous voulons tous, à un moment de notre existence, être un autre. Et c'est vrai, c'est assez tendance ces dernières années, hein. Peut-être encore plus depuis la pandémie, mais même avant, tu vois, le fait de changer de vie, voilà, de partir, de faire quelque chose qui a plus de sens, etc. Et donc tu trouveras, si ce thème, ça te parle, je pense que tu devrais lire ce livre de David Fuenquinos, La vie heureuse. Ensuite, un autre, bon là ok, c'est pas un roman en fait, j'ai un peu exagéré au début quand j'ai dit 5 romans ou 4 romans, mais c'est un journal intime en fait. Voilà, c'est un journal intime de la part d'un écrivain italien qui est connu, mais qui a vécu peu longtemps finalement, parce qu'il est mort dans sa quarantaine. Et ce livre est un peu resté son livre, voilà, c'est le livre qu'il a rendu célèbre en fait. Et ce livre s'appelle Le métier de vivre de César Pavese. Voilà, César Pavese, Le métier de vivre. Alors, ce livre, ce journal intime, il l'a écrit entre 1935 et 1950. Et alors, c'est un recueil c'est au jour le jour, c'est un recueil de réflexions assez profondes, certaines joyeuses, mais beaucoup quand même sont assez sombres. Et voilà, et il faut savoir aussi que l'auteur
s'est suicidé dans son hôtel à Turin juste après avoir terminé ce livre, en fait. Et d'ailleurs, un des derniers passages, un des derniers écrits, tu vois, il écrit « Pas de parole, un geste, je n'écrirai plus ». Voilà, c'est assez... on imagine qu'il a écrit ça juste avant de se suicider. Je ne sais plus s'il y avait 41, 43, quelque chose comme ça. Et voilà, et c'est vrai que quand tu lis son journal intime, voilà, c'est souvent c'est assez brut, c'est assez direct, c'est assez sombre parfois, mais il y a plein de choses qui sont assez vraies, qui font réfléchir. Et ce que je trouve intéressant, tu vois, il est assez épais ce livre, c'est que c'est sympa des fois, tu l'ouvres et tu lis, tu vois, un petit passage, tu vois, tu prends une journée et tu lis. Et parfois il y a des passages qui ne te parlent pas, parfois il y a des passages qui vont te parler, te faire réfléchir, tu vois. Et je trouve ça assez intéressant. Et alors je peux te lire quelques passages, peut-être. Alors j'en ai pas noté beaucoup. Moi il y a une citation en fait que j'aime beaucoup de lui, c'est celle-ci. On ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais en la traversant. Et je trouve ça assez vrai, en tout cas. Il y a un autre passage que je te lis qui est qui donne un petit peu le ton du livre, en fait. Là, on est au 8 décembre 1938. Celui qui dénonce l'immoralité de l'amour vénal devrait laisser tranquille toutes les femmes, car une fois qu'on a exclu les rares instants où elle nous offre son corps par amour, même la femme qui nous a aimés se laisse faire et agit seulement par politesse ou par intérêt, à peu près résignée comme une prostituée. On peut dire la même chose de l'homme, bien que ce soit peut-être moins fréquent. Pour sortir de ce drame, il n'y a qu'à condamner aussi l'amour sincère par le fait que son but est le plaisir. Mais il reste toujours que baiser, qui réclame des caresses, qui réclame des sourires, qui réclame des complaisances, devient tôt ou tard, pour l'un des deux, un ennui dans la mesure où l'on n'a plus naturellement envie de caresser, de sourire, de plaire à la dite personne. Et alors cela devient un mensonge comme l'amour vénal. On n'y échappe pas, même si le but est de faire des enfants. Voilà. Bon, c'est gai, hein. C'est gai, c'est pas joyeux, mais comme souvent dans ce qu'on peut, mais souvent dans ce genre d'écrit, il y a un fond de vérité. Voilà, à chacun d'y opposer, voilà sa réflexion et son filtre. Voilà pour ce livre, donc de César Pavese, Le métier de vivre. Ensuite, un autre livre, le dernier, je crois, de la série, si je ne me trompe pas. Ça, c'est un essai, pour le coup. Et ça, c'est un essai qui est de Guy Corneau. Guy Corneau qui a pas mal écrit. C'est un psychologue, psychiatre, je ne sais plus, québécois, qui est décédé il y a quelques années. Et le livre, c'est Victime des autres, bourreau de soi-même. Et ce livre, en fait, je l'avais trouvé intéressant. Je l'avais trouvé intéressant parce que il parle, en fait, son thème principal, ce sont ces blessures, tu vois, les blessures d'enfance, les relations qu'on a eues dans nos enfants, dans notre enfance, en fait, qui pèsent encore sur notre façon de vivre et qui fait de nous des victimes. Et du coup, tu vois, on a tendance parfois à reproduire des schémas, à reproduire les mêmes schémas, à s'auto-saboter dans nos relations, dans la vie, tu vois. Pourquoi? Parce que on se place encore comme victime, tu vois, à cause de ce passé. Et donc, il revient un petit peu, voilà, c'est le thème central de ce livre. C'est le thème central de ce livre. Et je vais te lire un petit peu quelques passages pour que tu aies une idée plus précise du contenu. Ce livre m'a appris que parfois la plus grande prison n'est pas ce que les autres nous ont fait, mais ce qu'on continue à faire soi-même en rejouant le scénario. Immanquablement, presque immanquablement, vient un moment dans la vie où ça ne va plus, mais alors plus du tout. Nous nous croyons victimes des autres alors que nous sommes principalement les bourreaux inconscients de nous-mêmes. Nos besoins et nos peurs nous tyrannisent de l'intérieur mieux que n'importe qui. Nous portons en nous une splendeur oubliée, lumière voilée, créativité frustrée. Ce ne sont pas les autres qui ont oublié nos splendeurs, c'est nous-mêmes. Donc voilà pour ce livre qui est vraiment que j'ai trouvé intéressant. Et c'est vrai qu'on peut avoir pas tendance parfois à se placer facilement dans le rôle de victime. Et tu connais sans doute autour de toi des proches, des gens qui se placent dans cette situation. Et voilà, le problème c'est qu'en se plaçant dans le rôle de victime,
Tu vois, c'est que en fait, on nie notre... C'est une façon de nier notre pouvoir, notre responsabilité, parce que dans la vie, finalement, euh, voilà, on est tous quasiment responsables de la situation que l'on vit, en fait. Oui, il y a toujours un peu une part de chance, ok, d'accord, mais globalement, tu vois. Et du coup, on peut avoir tendance, tu vois, comme ça, à se placer comme victime, à se dire, ah mince, qu'est-ce qui s'est passé là, voilà, tout s'est effondré, voilà, mais c'est vraiment pas de chance, ça c'est arrivé là, comment je pouvais prévoir et tout. Mais au final, c'est nier notre propre pouvoir, tu vois, c'est pas nous rendre service de se placer en tant que victime, tu vois. Parce que si tu assumes toutes tes responsabilités, si tu assumes ta situation, eh bien tu te donnes du pouvoir, tu vois. Tu renforces ce pouvoir que tu as sur ta vie, tu vois. Et donc voilà, je pense que c'est important d'essayer d'éviter de se placer dans cette situation. Voilà pour ces 5 livres. Je suis sûr qu'il y en a un qui va te plaire dans les 5. En tout cas, j'ai beaucoup apprécié faire cette vidéo, te les présenter. Tu sais que tu trouveras un extrait de mon livre, hein, Libre d'être digital nomade, dans la description. Tu le reçois en t'abonnant à ma lettre Kairos dont j'ai déjà parlé. Et bah voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésite pas à l'envoyer, à la partager à un ami si tu as trouvé ces livres intéressants en fait. N'hésite pas dans les commentaires à me suggérer, à me dire si tu as lu ces livres, qu'est-ce que tu en as pensé, à me suggérer d'autres titres. Tu vois, je suis un gros lecteur et n'hésite pas. Je la rajouterai sur ma liste de lecture. Et puis quant à nous, on se retrouve, j'espère, bientôt pour une prochaine vidéo. Bonjour chez toi et prends soin de toi surtout. Ciao, ciao.